Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai, journée dédiée à la femme nigérienne. Au nom du groupe de presse Enfani, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du Niger. Dans notre rubrique spéciale Ramadan, notre consultant en affaires religieuses, Oustaz Haladou Yahya, nous parle aujourd'hui de la réouverture des mosquées avec l'avènement de la 3e décade. On l'écoute. Par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, les mosquées fermées par contrainte sont réouvertes et la 3e décade du mois béni de Ramadan commence, qui est une décade d'abnégation qu'il faut animer comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam animait les nuits de Ramadan, mais quand les nuits de la dernière décade arrivent, il réveille toute sa famille pour se vaquer à l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un modèle à suivre, mais avec les circonstances actuelles que nous connaissons, c'est l'occasion de nous réveiller, c'est l'occasion de mettre le paquet pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala au maximum, animer les nuits avec des prières surrogatoires, la lecture du Coran, l'évocation de Dieu et même l'invocation de Dieu. Surtout, il faut prier beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman a deux sables redoutables, la patience et les invocations. Donc après 20 jours de jeûne, il y a la fatigue, mais il faut patienter, il faut mettre le paquet, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de toutes les calamités, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous change tous les maux en bien, pour que nous nantissons d'une campagne hivernale féconde et que nous épargne de tout ce qui nous brave. Merci. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a procédé ce matin au lancement officiel de l'opération de désinfection des lieux de culte, notamment les mosquées et les églises. Cette opération fait suite à la décision prise par le gouvernement, qui est celle de la réouverture des lieux de prière. Le compte rendu de la rédaction. C'est à la grande satisfaction, en même temps un ouf de soulagement pour la population, d'apprendre hier la réouverture des lieux de culte. Suite à cette décision prise par le gouvernement en concertation avec les oulémas, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, qu'accompagne une forte équipe des agents de l'hygiène et de l'assainissement, a mené une opération de désinfection dans les lieux de culte. Ainsi, la première étape de cette opération a concerné la mosquée des grandes prières de Niamey. L'objectif étant d'assainir et désinfecter la mosquée en vue de permettre aux fidèles musulmans de pratiquer leur culte tout en respectant les mesures de prévention liées à cette réouverture afin de minimiser la pandémie du Covid-19. Nous allons commencer par la grande mosquée, mais nous avons aussi organisé cette opération sous forme de 5 brigades dans les 5 arrondissements. Nous avons déjà établi la liste des grandes mosquées, mais nous avons aussi d'autres
petites mosquées dont les prières s'y tiennent, où il y a des regroupements humains importants. Pour cela, nous allons leur demander surtout de s'adresser au niveau des services d'hygiène des arrondissements et nous allons déployer nos équipes pour désinfecter ces lieux. En tout cas, nous sommes organisés en conséquence. Le Premier ministre a instruit le ministre de la Santé et qui a mobilisé aussi ses équipes qui sont venues en appui à la ville de Niamey pour la réussite de cette opération. Cette décision du gouvernement a été saluée par le secrétaire général de l'association islamique qui appelle toute la population au respect des mesures préventives au Covid-19. Au Niger, nous avons une forte population de musulmans. Alors, donc, quand on parle des musulmans, on parle des mesures préventives. Dans toutes les situations, donc, que ce soit sur le plan de la santé, etc. etc. Donc, les mesures qui ont été prises ou arrêtées par le gouvernement seront donc, s'il plaît à Dieu, respectées par tous les musulmans, parce que pour un musulman, se suicider, c'est une grave affaire. Donc, c'est pourquoi il est temps pour les musulmans aujourd'hui de bien vouloir respecter ces mesures dans les mosquées. Après la grande mosquée, la délégation du PDS a mis le cap sur la cathédrale de Niamey où cette initiative a été accueillie avec le même enthousiasme. Notre joie est grande. Nous sommes très reconnaissants d'avoir ciblé ce lieu de culte pour donc cette opération de désinfection. Pour nous, nous continuons donc dans la même logique comme depuis au départ, quand il y a eu donc la nouvelle de cette pandémie ici au Niger. Nous allons continuer de sensibiliser nos chrétiens, nos fidèles, pour que les mesures de distanciation soient réellement observées afin de minimiser toujours les risques, parce que nous sommes très conscients que la maladie n'est pas finie. Cette opération de désinfection sera élargie au niveau des grandes mosquées des 5 arrondissements communaux de Niamey d'ici vendredi prochain. Retenez que le port obligatoire des masques, le lavage des mains, la distanciation des mètres, auxquels s'ajoute la non-salutation et l'utilisation des tapis individuels sont les conditions liées à cette réouverture des lieux de culte. Restons toujours dans le même registre après la réouverture des lieux de culte. Nos reporters Moussa Adamou et Omar Chaman étaient sur le terrain pour constater l'effectivité de cette décision. Suivons leur reportage. Avec la réouverture des lieux de culte et la levée du couvre-feu à Niamey, le gouvernement nigérien vise considérablement à assouplir les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans notre pays, surtout avec la diminution des cas de la maladie constatée dans nos régions. La réouverture des lieux de culte constitue une aubaine pour les fidèles, surtout pendant cette dernière décade du mois de Ramadan. C'est ainsi que tout ce matin, des mesures sont en train d'être prises pour désinfecter les lieux de culte, même si certaines mosquées visitées par notre équipe restent fermées. Le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a tenu une rencontre hier avec les leaders religieux. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé la réouverture des lieux de culte et la levée du couvre-feu. Ce matin, une de nos équipes était dans les rues de la capitale pour recueillir la réaction de quelques citoyens. On les écoute au micro de Moussa Adamou et Omar Chaman. En ce qui concerne cette mesure, on ne peut qu'être content en tout cas de cette mesure parce que la réouverture de mosquée vient à point nommé, surtout que c'est la dernière décade du mois de Ramadan. C'est une décade où on implore beaucoup Dieu et avec cette période on pense que vraiment on va implorer Dieu pour que cette pandémie soit éloignée du Niger. Nous remercions le bon Dieu. Nous remercions le bon Dieu, d'autant plus que ça fait longtemps que nous, commerçants, nous avons souhaité l'ouverture et la levée, l'ouverture des mosquées et la levée du couvre-feu. D'autant plus que les clients, compte tenu du couvre-feu, ils ne viennent pas au marché comme nous le souhaitons. Et nous remercions le bon Dieu, nous remercions le gouvernement par rapport à la décision prise hier au cours de leur réunion.
en tant que musulman, je suis très satisfait de voir l'ouverture totale des mosquées. D'autant plus qu'un bon musulman prie toujours à la mosquée. Et ça nous fait à peu près au moins 2 mois qu'on est privé des mosquées compte tenu du contexte de la pandémie du maladie. Aujourd'hui, comme il y a eu vraiment une évolution par rapport à la coronavirus, nous remercions le bon Dieu. Comme on a tant parlé, c'est des choses tant attendues. Vraiment, on remercie Dieu et on remercie le gouvernement. Et ils ont bien fait d'avoir pu accepter notre proposition depuis, puisque les mosquées ont été ouvertes. Maintenant, c'est une chance d'éradiquer toutes les épidémies dans les mosquées. Depuis, on sait que c'est des endroits là où on peut éradiquer ça. Et comme le gouvernement a pu entendre la population, c'est déjà bien. Ça, on est sûr qu'on a un président qui est à l'écoute du peuple. Vraiment, je suis très content. Depuis, on attendait impatiemment ce jour. Ce qu'on pourrait dire seulement, c'est de remercier Dieu le Tout-Puissant. Vraiment, nous sommes très heureux parce que la fermeture des mosquées nous a profondément touchés. Mais aujourd'hui, comme c'est réouvert, nous félicitons vraiment la population. Qu'Allah nous protège contre cette maladie. Le 1er juin prochain, tous les établissements scolaires seront réouverts sur toute l'étendue du territoire national. C'est une décision prise lors du dernier conseil des ministres. Ce matin, Abdou Mamadou Koko, ancien secrétaire général du SNEN et président du réseau des organisations du secteur de l'éducation au Niger, s'est prononcé sur ce sujet. On écoute un extrait de son entretien. Je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter si on doit reprendre comme ça de façon unilatérale. Pourquoi? Parce que il y a quand même un cadre de concertation qui regroupe le gouvernement, et la société civile que nous sommes et les syndicats. Normalement, s'il y a cette reprise, étant entendu que ce cadre-là c'est un cadre consultatif, quand même on est censé pouvoir le convoquer, ce qui n'a pas été le cas. Mais je dois avouer que le ministère des Enseignements secondaires a fait une démarche au cours de laquelle donc, il a réuni le cadre de concertation pour demander l'avis des uns et des autres. Nous, notre position était que nous ne nous opposons pas à la reprise, mais à condition qu'on ait l'avis des autorités sanitaires. C'est-à-dire que les médecins qui suivent cette pandémie-là attestent qu'effectivement on peut reprendre sans risque. Ensuite, il faut créer les conditions. D'abord, au niveau des kits, il faut que matériellement, que le gouvernement installe des kits un peu partout au niveau des écoles, à l'entrée des écoles, à l'entrée des classes. Ensuite, il faut responsabiliser des enseignants qui vont faire en sorte que les élèves ne vont pas se toucher dans la classe, mais aussi pendant la récréation, parce que vous savez qu'il y a la récréation, les élèves profitent de ça. Bref, il y avait un certain nombre de prérequis qu'il fallait remplir avant de reprendre. Or, à cette date, je n'ai pas constaté un début même de satisfaction par rapport à ça. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement, effectivement, il est libre de demander qu'on reprenne les cours. Mais qu'il sache aussi qu'il est responsable en cas de détérioration de la situation. Parce que nous ne voulons pas que cette reprise soit précipitée. Et qu'au-delà, que des élèves aillent ramasser le Covid-19 pour amener ça chez eux, ou que des enseignants piquent le Covid-19 à l'école pour amener ça dans les communautés. Nous pensons qu'il va falloir réfléchir. La situation, elle est ce qu'elle est. Nous avons dit au gouvernement, nous ne voulons pas d'une année blanche. Parce que ça annihile la qualité. Nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait la qualité de l'éducation. Dans ces conditions, une année blanche, cela signifie que vraiment la qualité n'y est pas.
Mais cela ne doit pas quand même nous amener à dire coûte que coûte, il faut reprendre quelles que soient les conditions. Je pense que de la manière dont ça a été expliqué, c'est juste une mise à niveau pour les classes sans examen. Vous constatez que le gouvernement a pris de façon partielle donc, la reprise en disant c'est surtout les classes sans examen qui ont les 45 jours. Maintenant, pour les examens, on n'a même pas fixé les dates. Ensuite, de l'autre côté, on n'a même pas été certain que pendant les 45 jours-là, il y aura des examens ou pas. Or, le scénario que le ministère des Enseignements secondaires a présenté, effectivement, disait que à partir du moment qu'il y a eu 75% du taux d'exécution des cours, pour les classes sans examen, on estime qu'il y aura seulement des contrôles continus et puis c'est en fonction de ces notes-là que ces élèves seront évalués. Mais même là, le problème que ça pose, c'est que bientôt la pluie va tomber. Quand la pluie tombe, nos installations qui sont précaires, surtout dans les zones rurales, vous voyez bien qu'il y a un problème sérieux. C'est vrai qu'il y a eu des propositions allant dans le sens de dire qu'il faut utiliser par exemple les classes du ministère de l'enseignement primaire qui sont en matériaux définitifs, ou bien il faut trouver des tentes. Mais même là aussi, c'est encore difficile. Il y a dans certains coins où ces classes-là ne sont pas suffisantes. Parce que si on doit respecter le principe de la distanciation, je pense que c'est difficile, en tout cas, de pouvoir mettre. Mais, je dis, le gouvernement peut le faire, mais qu'il assume l'entière responsabilité en cas de conséquences. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, une de nos équipes a rendu un hommage à une brave femme qui pratique le jardinage au bord du fleuve, une activité qu'elle pratique avec passion et détermination. Suivez le reportage. Situé au bord du quartier Gamkale-Goli, à quelques encablures du fleuve Niger, Foukware est une zone presque exclusivement réservée pour le jardinage depuis la nuit des temps. Loin d'être l'apanage des hommes, comme sous d'autres cieux, cette activité manuelle est aussi pratiquée par des braves femmes à l'image de Aïchatou Bonkano. Âgée de 52 ans et mère de 2 filles, cette femme native du quartier Gamkale exerce cette activité depuis plus de 20 ans. Armée de ses outils de travail, dès le premier chant du coq, Aïchatou Bonkano arpente ainsi les rues de son quartier pour rejoindre son jardin. Une fois sur les lieux, Aïchatou se sert de ses principaux outils de travail dont entre autres la roue, l'arrosoir, la binette, le râteau et autres pour accomplir son noble travail. Un travail dont la première étape consiste au découpage. Aïchatou se sert ensuite de son râteau pour bien ajuster la terre avant de passer à l'arrosage de la planche de salade. Après s'ensuit le repiquage des feuilles de la salade suivi d'une deuxième séance d'arrosage. Alhamdulillah wa man diya tali. Zama to nan kan ba alborai gaiwo. Halaikin wai Borno kaga jardin da. Zaidi gaiwo idi gaiwo zai sima kalai ga mai ba follon gasi. Inda ino yirgir goyote ai mai goyote ai mai murado tai mai dirauti. Abinda alhamdulillah rabbil
Son travail de jardinage n'entache point ses travaux domestiques. Après le jardin, Aïchatou retourne à son domicile pour le babysitting de son petit-fils, mais aussi profiter évacuer ses autres tâches ménagères. À 14h de la journée, cette brave femme revient continuer son travail au jardin qu'elle exécute avec passion jusqu'au coucher du soleil. Un travail grâce auquel Aïchatou arrive tant bien que mal à satisfaire elle-même ses propres besoins et ceux de son foyer. Alhamdulillah, alhamdulillah, zam dai fatta kelera ay ga dan bankare kan kanese ay ga wanwar kan kanese ay ga izai bankare kan ga koyisi hali ga di alboraiza iza foga kuli ga wai baraizo izoga Allah alhamdulillah a ranar na izai higandi ba bifo dai ay izu ko karanta a ranar na higandi. Consciente et soucieuse de la situation particulièrement difficile que vivent certaines femmes nigériennes ces derniers temps, Aïchatou en appelle ces dernières à une prise de conscience afin de combattre la paresse et l'oisiveté et mieux contribuer au développement du pays. Amma da bonne ni sigwai kanem gi tusu gadi biro wallahi hirmana mutunga kai bon se ga gwai da bor gwai ni ga duniya albarka wallahi bor fo sidini ga dodanin mu amma wallahi bonne bon ka gi tusu nin no gudro ngai ga kai bon soir mesi hay wallahi hirma ma bon dori woy borai ma bon dori dir kai gin labo gwai wallahi irguduwa albarka labu si tarifa wallahi labu si tari zani kai ga goino ni guduwa. Pieds nus, mains couvertes de sable et de la boue, seuls sans soutien de l'État ni des ONG, c'est les conditions très difficiles dans lesquelles Aïchatou exerce ce travail 20 ans durant. Et pourtant, le cas de cette femme combattante doit servir d'exemple aux autres femmes, car comme le dit l'adage, seul le travail libère et permet à l'homme de bien se situer dans la société. Notre panier de la ménagère de ce soir s'intéresse au jus de mangue et à son mode de préparation. Comment se fait alors la préparation de ce jus? Retrouvons le commentaire de Aminatou Jibosidou. La mangue, fruit tropical, doux, sucré et très orangé, originaire de l'Asie du Sud et de l'Inde. Après la banane, la mangue est le fruit exotique le plus apprécié. En effet, la mangue est pourvue en provitamine A, la bêta-carotène, pigment qui intervient dans la vision des couleurs et excellente pour les yeux. La mangue procure aussi une quantité intéressante de vitamine C qui est essentielle à l'organisme. Pour faire le jus de mangue d'1 litre, il nous faut 2 mangues bien mûres, environ 1 kg, un sachet de sucre vanillé, de sucre selon votre goût, 700 mg d'eau et de glaçons. Préparation. Épluchez et coupez les mangues en tranches. Mettez tous les ingrédients dans le mixeur, rajoutez les glaçons et mixez à nouveau pendant 30 secondes. C'est prêt. Servir tout de suite ou conserver au frais. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Le journal vous est offert par la Nigérienne d'assurance et de réassurance NIA. NIA, des professionnels de l'assurance à votre service.